Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 4 avril. Voici les titres de ce journal. Les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN réunis à Washington pour le 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique sur fond de tensions récurrentes entre l'Occident et la Russie. Le chef de l'OTAN qui s'est exprimé devant le Congrès dit refuser une nouvelle course aux armements. L'entre-deux-tours de l'élection présidentielle en Ukraine vire au show médiatique. Arrivé en tête du premier tour, Volodymyr Zelensky a invité Petro Poroshenko à débattre dans un stade, défi accepté par le président sortant qui a surenchéri. Le second tour aura lieu dans 15 jours. Les mines antipersonnelles tuent et estropient chaque année de très nombreux civils et les terrains de conflit restent nombreux dans le monde. Reportage en Angola à l'occasion de la journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines. Et puis de la mode à la fin de ce journal avec cette exposition à Londres consacrée à la couturière britannique Mary Quant, pionnière des vêtements branchés dont la très populaire mini-jupe. Bienvenue, pas de chef d'État, mais des ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Washington pour le 70e anniversaire de l'OTAN sur fond de tensions persistantes entre les Occidentaux et la Russie. Hier soir, devant les élus du Congrès, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a dit ne pas vouloir de nouvelle guerre froide. Il refuse une nouvelle course aux armements avec Moscou. Grégoire Laurie. C'est à Washington que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis pour évoquer la menace russe. Le secrétaire général de l'Alliance accuse Moscou de déployer des armes interdites par les traités internationaux. Jens Stoltenberg demande aux autorités russes de revoir leur stratégie. De nouveaux missiles pourraient toucher des villes européennes. Mais pour certains analystes, les torts sont partagés. Moscou et Washington se sont lancés dans une course à l'abandon du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. La position officielle de la Russie est qu'elle n'a pas violé le texte. Il est plus ou moins évident qu'elle va déployer ses missiles controversés Novator et s'engager rapidement dans la mise en œuvre de missiles à moyenne portée. Derrière l'unité affichée, les alliés divergent sur le retrait américain du traité. Pour l'Europe, les États-Unis ont agi trop vite. Il y a beaucoup de critiques sur la politique américaine qui avance trop vite vers l'abandon du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Peut-être faudrait-il plus de temps pour la diplomatie. Il y a aussi la question de l'implication sur le contrôle des armes, y compris l'accord stratégique entre les États-Unis et l'Union soviétique sur les armes nucléaires. Ces critiques sont toutefois rejetées par le département d'État américain. Cela n'a pas été un processus hâtif. Au contraire, nous n'avons pas cessé de discuter avec la Russie depuis des années. Nous avons toujours espéré sauver ce traité. Autrement, nous devons nous défendre et défendre nos alliés de l'OTAN. En Ukraine, tous les regards sont tournés sur l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle et ce duel à venir entre deux hommes au profil très différent. D'un côté, le président sortant, Petro Poroshenko, de l'autre, un comédien de 41 ans, novice en politique, Volodymyr Zelensky. C'est lui qui est arrivé en tête du premier tour et il a lancé un défi à son rival, un débat télévisé dans un stade, défi accepté par Petro Poroshenko qui a surenchéri. Les détails avec Audrey Tilva. Le message vidéo de Volodymyr Zelensky est passé. L'humoriste et star du petit écran en Ukraine, candidat au second tour de la présidentielle, a invité son adversaire, le président sortant Petro Poroshenko, à venir débattre dans le stade de Kiev. Ce dernier a accepté. Ce n'est pas conforme aux règles électorales, mais va pour le stade, je vous attends, a répondu Poroshenko dans un tweet. Autre condition posée par son adversaire à laquelle il n'a pas encore répondu, passer un examen médical pour prouver qu'il n'est ni alcoolique ni toxicomane. Volodymyr Zelensky est en tête dans les sondages, bien qu'il a essentiellement mené campagne sur scène et sur les réseaux sociaux.
Il a été très timide à propos de ses opinions politiques jusqu'à présent, préférant que les électeurs lui expriment leurs désirs plutôt que de leur dire ce qu'ils pensent. Il a mené une vaste campagne anti-corruption, une campagne anti-Poroshenko. Il nous a dit à quoi il s'opposait, mais jusqu'à présent, il n'a pas dit aux électeurs ukrainiens ce qu'il défend. Le premier tour, c'est une dure leçon pour moi, a concédé Petro Poroshenko, remerciant ses électeurs qui ont soutenu l'orientation vers l'OTAN, l'Union européenne et une indépendance définitive vis-à-vis de la Russie. Volodymyr Zelensky est favorable au maintien de ce cap pro-occidental, mais il juge inévitable un dialogue avec Moscou. Au Royaume-Uni, les débats se poursuivent pour tenter de sortir de l'impasse du Brexit. Theresa May cherche toujours à arracher un compromis avec l'opposition et les députés se sont prononcés en faveur d'un nouveau report du divorce prévu dans 8 jours. À Bruxelles, on anticipe le no deal. Stéphanie Morbois. Trouver un compromis et éviter un Brexit sans accord, c'est maintenant la priorité du gouvernement britannique. Et même si empêcher le no deal est encouragé par l'Union européenne, le vice-président de la Commission européenne n'a pas pu s'empêcher d'être réaliste jeudi et de juger ce scénario probable. Selon les derniers développements, un scénario sans accord est fort probable. Et il n'y a aucun doute sur le fait qu'un scénario sans accord serait extrêmement coûteux et perturbateur. Les conséquences économiques auraient un impact significatif sur le Royaume-Uni et dans une moindre mesure sur l'UE. Cet avertissement arrive le jour même où le Parlement européen a approuvé l'exemption de visa pour les Britanniques effectuant de courts séjours dans l'Union européenne après le Brexit, y compris en cas d'absence d'accord. Nous avons besoin de ce partenariat pour le commerce, l'aviation, le transport, la coopération entre les universités, Erasmus, la jeunesse. Nous avons besoin de cette coopération dans les domaines judiciaires et policiers, mais le prérequis, c'est d'avoir un accord sur le passé, sur le divorce, sur la séparation demandée par le Royaume-Uni. Donc maintenant, pour éviter l'option du no deal, qui n'est pas la nôtre, nous avons besoin d'un accord, d'un vote positif à Westminster. Michel Barnier renvoie de nouveau les députés britanniques à leurs responsabilités après 3 rejets du traité de retrait de l'Union européenne négocié par Theresa May. L'exemption de visa sera applicable dans tous les pays de l'Union européenne, à l'exception de l'Irlande qui dispose de son propre arrangement bilatéral avec le Royaume-Uni. À l'approche des élections européennes, nous partons chaque jour à la rencontre des Européens pour prendre le pouls des électeurs avant le scrutin. Cette semaine, nous sommes en France. Reportage dans le sud du pays, près de la frontière avec l'Espagne. Alice Borges et Cyril Fournery sont rencontrés des douaniers qui sont préoccupés par le Brexit. Notre tour d'Europe continue sur Euronews. Après le Portugal puis l'Espagne, nous sommes arrivés en France et plus précisément au péage du Boulou, juste à côté de la frontière espagnole. Un péage emblématique qui a été bloqué par les gilets jaunes ces derniers mois. Mais aujourd'hui, ces bouchons ne sont pas provoqués par les gilets jaunes, ce sont les douaniers qui sont en colère et qui demandent plus de moyens, notamment dans le cadre du Brexit. Du nord au sud de l'Hexagone, depuis un mois, on entre à vitesse réduite. On la surnomme la grève du zèle, bien qu'au contraire, les douaniers font leur travail très minutieusement pour provoquer volontairement des bouchons. L'objectif de ces contrôles renforcés, alarmer sur les risques du Brexit qui approche. Une surcharge à laquelle l'administration n'est pas prête, assurent les syndicats. C'est une renaissance finalement de la frontière, donc à partir du moment où la frontière est de nouveau d'actualité, le douanier revient au premier plan, le douanier est en première ligne. Le Brexit, si vous voulez, aura des impacts tant au niveau économique qu'au niveau de la sécurité du territoire. Alors au niveau économique, ce sont quand même 2 à 3 millions de déclarations attendues en plus de celles qui sont actuellement enregistrées par la douane. Et au niveau de la sécurité du territoire, c'est des contrôles de passagers. On est finalement ici dans un fait d'actualité qui pour nous représente un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En cas de Brexit dur, des douaniers du sud de la France se préparent à épauler leurs collègues de Calais et Dunkerque. Mais les syndicats attendent un geste fort.
La douane aujourd'hui, elle est en danger parce qu'elle manque de personnel et de moyens. Nous demandons à ce que soit revu à la hausse nos personnels qui ont subi depuis nombre d'années des suppressions, à savoir un douanier par jour pendant plusieurs années consécutives. Le ministère des Finances a déjà annoncé 700 embauches et proposé une enveloppe de 14 millions d'euros. Mais c'est insuffisant pour les intéressés qui ont une carte à jouer à l'approche de l'échéance du 12 avril. Chaque année, les mines antipersonnelles continuent de tuer et d'estropier de très nombreux civils. Afghanistan, Irak, Colombie, Sri Lanka, Ukraine, les terrains de conflit sont nombreux dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale pour la sensibilisation aux problèmes des mines, nous nous sommes rendus en Angola. Reportage sur place, Michel Santos avec Stéphanie Morbois. Éradiquer les mines antipersonnelles, ce combat long et complexe mené par les autorités angolaises commence à porter ses fruits. Dans les provinces de Wambo et de Malangé, mines antipersonnelles et engins explosifs appartiendront bientôt au passé. La Commission nationale intersectorielle de déminage et d'assistance humanitaire est confiante. D'ici à 3 mois, elle sera en mesure d'annoncer officiellement qu'il n'y a plus de mines dans ces 2 zones. C'est une nouvelle très encourageante pour ce pays qui est l'un des plus minés au monde selon les experts et où une sanglante guerre civile a laissé des traces indélébiles. Malgré tous les efforts de déminage, les mines terrestres représentent encore aujourd'hui un risque réel pour les civils, d'autant que les financements commencent à manquer. On devra avoir près de 300 millions de dollars pour nettoyer les zones. Et il y a 1220 zones connues à ce jour. Certaines ONG dénoncent des accidents récents et réguliers à cause des mines antipersonnelles. Tous les accidents ne seraient d'ailleurs pas signalés. Des engins explosifs qui empêcheraient aussi le développement et la diversification de l'économie angolaise. On en vient à la sortie de ce documentaire sur le mouvement des Gilets jaunes. Je veux du soleil, c'est le titre de ce film réalisé par François Ruffin, un député du parti de la gauche radicale, la France Insoumise. Sandrine Delorme. Douce France, cher pays de mon enfance. 20 semaines après le début des manifestations des Gilets jaunes, appuyons sur pause et prenons le temps d'écouter. Je veux du soleil vient de sortir au cinéma, juste avant le dernier grand débat d'Emmanuel Macron en Corse. Un road trip documentaire qui rend à nouveau audibles les voix des Gilets jaunes. Réalisé par François Ruffin, député de la France Insoumise, et Gilles Perret en décembre, sur une semaine, il met volontairement de côté les violences, les casseurs, pour redonner leur dignité à ces dizaines de milliers de Français qui composent le mouvement des Gilets jaunes. Je suis inspiré par le 17 novembre, c'est-à-dire toutes les personnes que je vois depuis 20 ans qui d'habitude sont isolées, les intérimaires, les auto-entrepreneurs, les personnes handicapées, les auxiliaires de vie sociale et qui d'un seul coup viennent faire groupe. Les personnes qui sont dans la honte et qui viennent faire du collectif sur les ronds-points. Et les personnes aussi qui sont invisibles et qui se rendent hyper visibles avec le gilet jaune fluorescent. François Ruffin, député de la Somme, soutien de la première heure, caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, a voulu garder une trace de ce qu'il appelle un miracle social. Quand la honte privée de ne pas s'en sortir devient publique et que les résignés retrouvent de l'espoir. C'est pas une délinquance, c'est une reprise du pouvoir. Oui, c'est un film politique, il n'y a pas de doute. De toute façon, tout est politique. Mais c'est un film politique, je pense, au moins par 2 biais, par l'usage de l'émotion. Le rire, les larmes, la colère. Et moi, je crois qu'on met les gens en mouvement, et en mouvement dans la politique aussi, pas seulement par un catalogue programmatique, par des revendications, mais aussi par l'émotion. Dans l'émotion, il y a motion, c'est-à-dire mouvement. Après l'intervention de Macron, j'ai pleuré. Et quand je pleure, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je veux plus. Je sais qu'il y a une chance, il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a une petite lumière, elle est pas grande, hein. Mais j'y vais, je fonce. Allez, on termine ce journal par cette exposition à Londres consacrée à la couturière britannique Mary Quant, une pionnière de la mode qui a grandement œuvré au succès de la mini-jupe. Annelise Fantino. Véritable figure des swinging 60s, c'est elle qui a popularisé la mini-jupe. Mary Quant est à l'honneur en ce moment au Victoria and Albert Museum de Londres qui consacre une exposition à la styliste galloise.
Elle a lancé son magasin en 1955. C'était la célèbre boutique Bazar sur Kings Road. Et vraiment, à ce moment-là, la Grande-Bretagne sort tout juste de l'austérité de l'après-guerre. Le rationnement est toujours en place jusqu'en 1954. Et à bien des égards, ces vêtements s'inscrivent comme une véritable réaction à cette époque. Cette rétrospective présente plus de 200 vêtements et accessoires qui ont contribué à faire de Londres une capitale de la mode. La marque a vite rencontré un grand succès. Elle a ouvert un deuxième magasin. Elle s'est inspirée de cette ambiance, cette aspiration au changement et à de nouvelles façons de s'habiller pour s'adapter à la vie des femmes. Des pièces qui témoignent du caractère visionnaire et de l'audace de la créatrice, aujourd'hui âgée de 85 ans. Une exposition à découvrir à Londres jusqu'en février prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à bientôt.